Bonsoir et bienvenue dans le journal sur Télé Liban. Voici les principales informations de ce jour. Le Hezbollah se dit prêt à engager des discussions sur l'avenir de son armement. Une annonce relayée par un haut responsable du parti à une condition, le retrait d'Israël du Liban Sud et l'arrêt total des frappes aériennes. Cette ouverture intervient alors que la pression internationale s'intensifie et que la question de l'armement et les autorités de l'État occupent le centre de discussion du Premier ministre Nawaf Salam et du patriarche Bshar al-Rai. Le Premier ministre a été clair. Seule l'armée doit porter les armes, conformément à l'accord de Taïf. La décision de la guerre et de la paix revient uniquement à l'État libanais, a-t-il martelé. Pour la première fois depuis sa nomination, le Premier ministre Salam s'est rendu à Kirki, où il a rencontré le patriarche maronite Bshar al-Rai. Le Premier ministre a informé le patriarche des discussions avec l'émissaire américaine Morgan Ortagus dans le cadre du maintien du cessez-le-feu en vigueur depuis novembre dernier. Lors de cette rencontre, qualifiée de hautement nationale par le chef du gouvernement, celui-ci a aussi présenté son plan d'action, insistant sur l'importance des réformes en cours, notamment dans les secteurs administratifs et bancaires. Sur le plan électoral, il a réaffirmé la tenue des élections municipales en mai prochain et des législatives en 2026. S'agissant de la capitale, il propose une réflexion sur des listes fermées pour garantir la parité entre chrétiens et musulmans. Au cœur des ruines millénaires, la musique reprend ses droits. Le prestigieux Festival international de Baalbek revient cette année avec une programmation électique mêlant tradition et modernité, dans un lieu chargé d'histoire. Entre patrimoine vivant et création artistique, l'événement s'impose une fois de plus comme un symbole de résilience culturelle au Liban. Les Libanais ont rendez-vous cet été avec des soirées féeriques à Baalbek. C'est ce qu'a annoncé la présidente du comité du festival, Madame Naïla Defrej, lors de la conférence de presse tenue aujourd'hui au ministère du Tourisme à Beyrouth. On est très heureux surtout parce qu'on a tous ces grands artistes qui ont réussi à l'étranger et on réalise combien ils sont attachés à leur pays et combien pour eux, Baalbek, spécialement suite au bombardement de l'année dernière, ont senti ce besoin de revenir chez eux et de remettre Baalbek sur la scène internationale. Pour sa part, le compositeur Oussama Rahbani a évoqué la soirée tant attendue du 8 août prochain avec la star libanaise de renommée internationale, Hiba Tawaji. C'est un mélange aussi de l'art, de la peinture, de sculpture, et beaucoup d'affinités entre les arts. C'est ça. C'est ce qu'on est en train de préparer. On aimerait bien voir beaucoup de gens avec nous. Les nuits de Baalbek et leur magie sont sans égal dans le monde et sa lune attend les amoureux cet été. Un cri d'alarme lancé au monde entier. La bande de Gaza est devenue un champ de mort, a dénoncé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pointant directement la responsabilité d'Israël. Depuis plus d'un mois, aucune aide humanitaire n'est entrée à Gaza, ni nourriture, ni carburant, ni médicaments. Une situation que le chef de l'Organisation des Nations Unies qualifie d'intolérable, contraire au droit international. Il rappelle qu'en tant que puissance occupante, Israël est tenu, selon les conventions de Genève, d'assurer l'approvisionnement en vivres et en soins médicaux. Rien de cela ne se passe aujourd'hui, déplore Guterres. Il critique fermement les nouvelles propositions israéliennes visant à contrôler l'aide jusqu'à la calorie près. L'Organisation des Nations Unies refuse toute participation à un système qui ne respecte pas les principes humanitaires fondamentaux. Humanité, neutralité, impartialité. Le secrétaire général alerte également sur le risque d'un embarrassement en Cisjordanie et appelle à un cessez-le-feu.
la libération des otages et l'accès humanitaire immédiat. Il est temps de mettre fin à la déshumanisation, a-t-il conclu. En visite officielle à Washington, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a livré un message sans détour sur le dossier nucléaire iranien. Selon Benjamin Netanyahou, l'option militaire devient inévitable si les discussions avec Téhéran n'aboutissent pas rapidement. On entre, on fait explorer les installations, on démantèle tout, sous supervision américaine, a-t-il déclaré. Netanyahou affirme être sur la même ligne que Donald Trump, empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Un message de fermeté alors que les discussions entre les États-Unis et l'Iran restent suspendues à un hypothétique accord, 7 ans après le retrait américain du traité de 2015. Dans un contexte régional explosif, ces propos soulèvent la crainte d'une confrontation ouverte. Israël se dit prête à agir seul si nécessaire. Or voilà que Donald Trump crée la surprise. Le président américain annonce des discussions directes avec l'Iran sur le programme nucléaire, après avoir menacé Téhéran des frappes militaires en cas d'échec diplomatique. Pour l'Iran, l'enjeu est clair, obtenir la levée des sanctions américaines qui étranglent son économie depuis le retrait de Washington de l'accord nucléaire en 2018. Depuis, le rial s'est effondré, l'inflation a explosé et la population s'appauvrit. Affaibli sur plusieurs fronts, au Liban, en Syrie, au Yémen, l'Iran semble contraint de revoir sa stratégie régionale. L'axe de la résistance vacille et même le Hezbollah a subi de lourdes pertes dans le sud du Liban. Si l'Iran accepte de reprendre les bases techniques de l'accord de 2015, il refuse tout compromis sur un programme balistique, un point de discorde majeur pour Washington et Tel Aviv. Les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980, mais selon plusieurs analystes à Téhéran, un dialogue direct entre Donald Trump et le guide suprême Khamenei semble désormais plus probable qu'une guerre ouverte. Le président américain impose de nouvelles surtaxes à l'importation touchant 60 pays, dont une surtaxe record de 104% sur les produits en provenance de Chine. L'escalade commerciale entre les deux premières puissances mondiales est désormais bien lancée. Conséquence immédiate, la panique gagne les marchés asiatiques. À Tokyo, l'indice Nikkei plonge de 4,4%. Séoul, Hong Kong, Taipei, toutes les places sont dans le rouge, tandis que les banques centrales de Nouvelle-Zélande et d'Inde abaissent leurs taux pour tenter de calmer la tempête. La Corée du Sud, très exposée par ses exportations, débloque en urgence 2 milliards de dollars pour ses constructeurs automobiles. L'Union européenne, elle, subit une surtaxe de 20% sur ses produits exportés vers les États-Unis. Face à l'inquiétude croissante, les réactions diplomatiques s'intensifient. Bruxelles appelle à éviter l'escalade, Emmanuel Macron plaide pour un retour en arrière. L'Italie, plus conciliante, annonce une visite à Washington mi-avril. Pour les analystes, cette guerre commerciale pourrait freiner la croissance mondiale et frapper de plein fouet les pays les plus vulnérables. Même l'Organisation des Nations Unies tire la sonnette d'alarme. Mais pour Donald Trump, c'est une stratégie assumée. Saint-Domingue en deuil. Le toit d'une célèbre discothèque s'est effondré dans la nuit de lundi à mardi, faisant au moins 98 morts et plus de 150 blessés, selon un bilan provisoire des autorités dominicaines. Aujourd'hui au Jet Set, au lieu de la nuit dominicaine, des centaines de personnes étaient venues assister à un concert du chanteur légendaire de merengue, Ruby Pérez, lui-même décédé dans l'effondrement. Âgé de 69 ans, surnommé la voix la plus aiguë du merengue, Ruby Pérez laisse derrière lui une œuvre saluée dans toute l'Amérique latine. De nombreux artistes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. Parmi les victimes figurent aussi des personnalités dominicaines comme la gouverneure de Monte Cristi ou encore l'ex-joueur de baseball Octavio Dotel. Le président Luis Abinader s'est rendu sur place dans la matinée. Il a décrété 3 jours de deuil national pour honorer les victimes de ce qu'il a qualifié de tragédie nationale. Et en note finale, un sport sans arbitre, basé sur le fair play et l'esprit d'équipe, où femmes et hommes jouent côte à côte. L'Ultimate Frisbee gagne peu à peu du terrain au Liban. Rencontre avec celles et ceux qui portent ce sport encore méconnu.
1, 2, 3. Sur un terrain herbeux ou en bord de mer, un disque vole de main en main. Pas d'arbitre, pas de contact, juste le fair play comme règle d'or. Voici l'Ultimate Frisbee. Né aux États-Unis dans les années 60, ce sport collectif mélange vitesse, stratégie et agilité. Mais au-delà de l'effort physique, c'est une philosophie, celle du spirit of the game, un esprit d'équipe poussé à son maximum. Pour comprendre comment ce sport est né au Liban et les défis auxquels il fait face, nous avons rencontré Ryan Saadeh, président de l'association libanaise d'Ultimate Frisbee. L'Ultimate Frisbee, c'est un sport hors contact qui se joue 7 contre 7, sans arbitre sur le terrain. Le but du jeu, c'est d'avoir le disque et de le prendre jusqu'à l'autre côté du terrain. L'Ultimate Frisbee a commencé en 2015 avec un groupe d'expatriés qui était en train de jouer à Beyrouth. C'est des étudiants de l'EUB qui ont rencontré ces expatriés, ils ont commencé à jouer ensemble et c'est comme ça qu'ils ont commencé une équipe à l'EUB. Et depuis, ça a grandi jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui. Au Liban, nous avons 5 équipes, notamment 2 équipes qui participent à des tournois locaux et internationaux. Ce sont les Flying Cedars et Hyenas Ultimate. Les tournois internationaux dans lesquels on participe, ce sont des tournois d'Europe et de la région arabe de MENA. Nous avons un tournoi cette année en Arabie Saoudite. Localement, nous avons notre plus grand tournoi Mauj qui se passe chaque année sur les plages de Chekka, avec des équipes internationales qui viennent pour participer à ce tournoi de haut niveau. Notre plus grand défi dans le sport, c'est d'avoir des créneaux dans les terrains parce que c'est assez difficile de trouver un temps pour pouvoir jouer dans les terrains. Et d'habitude, on se trouve des terrains assez tard. Alors au Liban, ce sport reste encore méconnu du grand public. Pourtant, une communauté passionnée se bat pour le faire connaître, le faire vivre et surtout le faire aimer. Mixte, engagé, les équipes libanaises accueillent toutes celles et ceux qui veulent découvrir une nouvelle manière de jouer ensemble. En pleine croissance, l'Ultimate attire une jeunesse avide de nouveautés, de valeurs et d'inclusivité. Le terrain devient un espace de respect, de dialogue et de compétition aussi, car ici, on joue pour gagner, mais toujours dans la bonne humeur. Pour certains, ce sport est bien plus qu'un simple jeu. Il devient une source d'équilibre, de force, de lien social. Ce sport est vraiment un sport qui est dynamique. C'est beau de voir qu'il y a une bonne collaboration entre les filles et les garçons. C'est un sport qui vraiment donne une très grande importance pour les femmes, qu'il y a vraiment une égalité. C'est vraiment un sport qui ravive l'esprit d'équipe. La communauté est vraiment très grande. D'habitude, on a plus que 40 personnes, 30-40 personnes qui viennent au pick-up. Donc, vous pouvez faire la connaissance de plusieurs personnes de différents backgrounds. Loin des projecteurs, l'Ultimate Frisbee s'impose comme un sport de valeur et de passion. Au Liban, la communauté grandit et l'engagement se renforce. Et le frisbee vole haut, très haut. Joël Sfer, Paul El Khouri. Et sur cette note finale, nous terminons ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous pour le reste de nos programmes sur Télé Liban et bonne soirée à tous.